Cunan est un jeune aristocrate issu d'une famille influente du royaume, et on pourrait penser que sa vie est formidable, mais regardez sa famille assise autour de lui. Eh bien, c'est quelque chose qu'il ne peut pas faire, car il est aveugle. Il possède ce qu'on appelle la cicatrice du héros, ce qui fait qu'il est complètement aveugle depuis sa naissance, ce qui le rend très déprimé. Sa servante personnelle, Ako, doit le guider partout où il va, mais pour donner une occupation à Cunan, elle l'encourage à apprendre la magie. Après tout, il possède un emblème de magie de l'eau, ce serait donc dommage qu'il n'apprenne pas à s'en servir. Il est présenté à son professeur de magie, Génie, qui se réjouit de pouvoir enfin rencontrer Cunan en personne. Elle se présente, puis ils commencent leur première leçon de magie de la journée, un sortilège de base pour créer une boule d'eau. Après avoir enseigné l'incantation à Cunan, celui-ci s'essaie au sort et parvient à créer une petite boule d'eau. Génie est impressionnée par la performance de Cunan et lui dit qu'elle voit qu'il a de grandes aptitudes, mais Cunan ne voit rien, alors il lui demande de lui expliquer ce qui vient de se passer. Génie lui explique qu'il a réussi à créer une boule d'eau de la taille d'un globe oculaire, mais c'était un très mauvais choix de mots. Elle craint de l'avoir offensé, mais Cunan vient de réaliser que la magie peut prendre la forme d'un globe oculaire et que s'il en apprend suffisamment, il pourra peut-être se créer de nouveaux yeux. Avec l'espoir retrouvé de pouvoir un jour recouvrer la vue, Cunan devient intrigué par le monde qui l'entoure et commence à essayer d'apprendre autant qu'il le peut. L'ancêtre de Cunan, le héros de cette nation, Istor, a vaincu le seigneur démon, mais il a perdu un bras et une jambe au cours de la bataille, et depuis lors, ses descendants naissent souvent avec un membre en moins, que ce soit un bras, une jambe ou la vue. C'est fou, car imaginez être blessé si gravement que vos descendants finissent par souffrir de vos blessures avec vous. Cunan a peut-être perdu à la loterie génétique, mais il ne va pas laisser cela le freiner plus longtemps. Il jure qu'il va trouver un moyen de se créer de nouveaux yeux grâce à la magie, mais pratiquer la magie est en réalité très difficile. Il est à bout de force après avoir lancé quelques sorts basiques, et s'il veut se créer de nouveaux yeux, il ne peut pas rester comme ça, il doit donc trouver un moyen de renforcer son corps. Normalement, courir serait un bon moyen d'augmenter son endurance, mais Cunan n'est pas vraiment équipé pour cela. Ako lui suggère donc de s'entraîner au maniement de l'épée à la place, et elle a même l'instructeur idéal en tête. Cunan passe les heures suivantes à s'entraîner avec Maître Oro pour améliorer son endurance, puis Génie arrive pour poursuivre ses cours de magie avec lui. Elle voit que Cunan a travaillé dur avec l'épée et lui demande s'il veut faire une pause, car il doit être fatigué après tout cet entraînement, mais il lui répond qu'il veut continuer. Dans ce cas, Génie suggère de commencer par revoir le sort d'eau qu'elle lui a enseigné la dernière fois, mais alors qu'elle s'attendait à ce que Cunan ait progressé de la même manière que la dernière fois, à sa grande surprise, il crée immédiatement cette boule d'eau parfaite d'un seul coup, et elle sait qu'elle ne lui a pas enseigné cela. Pendant ce temps, au palais royal, la princesse Mirica vient d'être informée qu'une calèche a été préparée pour qu'elle aille rendre visite à Cunan, mais elle n'a pas vraiment envie d'y aller. Cunan et Mirica ont été fiancés dès sa naissance, car il est né avec une cicatrice de héros. Il s'agit donc d'un mariage politique important, mais elle pense que Cunan ne l'aime pas du tout. Elle lui rend visite de temps en temps afin qu'ils puissent apprendre à se connaître, mais il est toujours très sombre en sa présence, et malgré tous ses efforts pour lui remonter le moral, il répond toujours que rien n'a d'importance car il est aveugle et incapable de faire quoi que ce soit par lui-même. Malgré tout, la servante de Mirica lui dit qu'elle doit quand même aller le voir, alors elle finit par accepter et se rend chez Cunan. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'elle le rencontre, il semble beaucoup plus heureux que la dernière fois qu'elle l'a vu. Elle lui demande si quelque chose lui est arrivé récemment, et Cunan lui explique qu'il est récemment tombé amoureux de la magie et que cela lui a redonné espoir. Il s'excuse d'être toujours si sombre en présence de Mirica et lui demande si elle aimerait écouter certaines de ses histoires, car il a appris beaucoup de choses amusantes récemment. À la fin de la journée, Mirica quitte la maison de Cunan. Cette fois-ci, elle s'est vraiment beaucoup amusée à jouer avec lui, et elle a hâte de revenir lui rendre visite. Plus tard dans la nuit, de retour à l'appartement de Génie, celle-ci panique car elle ne sait pas quoi enseigner à Cunan pour sa prochaine leçon. Elle a accepté ce travail pensant qu'il serait facile de gagner de l'argent en enseignant la magie élémentaire à un enfant de 7 ans pendant quelques années, mais après seulement quelques leçons, Cunan maîtrise déjà tout. Elle se demande si elle devrait commencer à lui enseigner la magie intermédiaire, mais elle ne peut pas prendre ce risque car, même si la magie est pratique, elle n'est pas forcément sans danger, et elle pourrait avoir des ennuis pour lui avoir enseigné des sorts dangereux si tôt. Cependant, elle n'est pas prête à abandonner car elle a des factures à payer, et elle va trouver une leçon parfaitement sûre pour Cunan afin de pouvoir continuer à toucher son salaire. Le lendemain, lorsque Cunan et Génie se rencontrent, elle lui dit que la leçon d'aujourd'hui sera un peu différente. Il maîtrise déjà la boule d'eau, mais il s'agit d'un sort composé, elle veut donc qu'il essaie d'apprendre à en ajuster les différents aspects. Cunan suppose qu'elle parle de la façon dont il crée l'eau, la fait flotter dans les airs et maintient sa forme de boule en suspension, et elle lui dit qu'il a raison, mais qu'il y a beaucoup plus que cela. Des éléments tels que la température, le goût et la couleur peuvent également être ajustés, et pour le démontrer, elle crée 2 boules d'eau devant lui. Quand il les touche,
Il remarque que l'une est froide tandis que l'autre est chaude, et il semble comprendre le concept que Jenny essaie de lui expliquer, alors il décide d'essayer. Jenny est surprise de l'entendre dire cela, car elle avait prévu de lui enseigner cette leçon au cours des prochaines semaines, mais rien qu'à partir de ses explications, il comprend déjà les bases de la technique et a même réussi à créer de l'eau aromatisée au jus de fruits. Certes, c'est encore très difficile pour lui, il va donc devoir beaucoup s'entraîner. Le lendemain, Ako s'apprête à lui préparer une boisson, elle demande donc à Cunan de lui faire de l'eau chaude, ce qu'il fait, mais alors qu'il lui apporte l'eau, Cunan aperçoit le bol de pommes en dessous, et là, attendez une minute, Cunan vient de voir ses pommes. Il panique et renverse l'eau, car c'est la première fois qu'il voit quelque chose, mais quand Ako lui demande si cela signifie que ses yeux fonctionnent, il explique que ce n'est pas le cas. C'est plutôt comme s'il avait pu utiliser sa magie pour identifier l'objet, ce qui est une avancée stupéfiante, car cela le rapproche un peu plus de son objectif, créer des yeux avec la magie. Pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, c'est différencier les pommes rouges des pommes vertes, mais il n'a toujours aucune idée de ce à quoi ressemblent la plupart des couleurs, il va donc devoir s'entraîner beaucoup pour s'y habituer. Peu de temps après, Ako va annoncer la bonne nouvelle au père de Cunan, qui est stupéfait d'apprendre que Cunan peut désormais voir. Ako explique qu'il ne peut voir qu'à une courte distance de son corps grâce à sa magie, mais qu'il peut facilement identifier les couleurs, ce qui équivaut à une vision normale. Il est également capable de lire des livres en suivant les couleurs des images. Il ne comprend toujours pas les mots, car il n'a jamais appris à lire quand il était enfant, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne maîtrise cela, et le père de Cunan est heureux de l'apprendre. Plus tard dans la journée, Cunan se prépare pour son cours de magie habituel avec Jenny, mais pendant qu'il attend son arrivée, il a une idée et décide de surprendre Jenny en lui montrant à quel point sa magie s'est améliorée. Pour ce faire, il crée une énorme boule d'eau rouge dans les airs, et Ako trouve cela magnifique, mais un instant plus tard, sa famille vient voir comment il va, et Cunan est tellement excité de les voir qu'il perd le contrôle de la boule d'eau et l'éclabousse sur lui-même et Ako. La mère de Cunan est horrifiée en le voyant dans cet état, mais il ne comprend pas pourquoi elle en fait toute une histoire, puisqu'il est simplement recouvert d'eau rouge. Ako lui explique que la couleur rouge peut être un peu dérangeante pour la plupart des gens, car c'est la même couleur que le sang humain, mais Cunan n'avait aucune idée que le sang était rouge. Cunan passe la plupart de son temps libre à lire, ce que son père a remarqué. Il convoque donc Ixio, le frère de Cunan, dans son bureau pour lui faire part de ses projets. Il dit à Ixio qu'il envisage d'envoyer Cunan à l'école maintenant qu'il est capable de prendre soin de lui-même, mais qu'il aura besoin qu'Ixio veille sur lui autant que possible en tant que frère aîné. Quelque temps plus tard, Cunan est convoqué à la succursale principale pour rencontrer son père, mais il ne sait pas de quoi il s'agit, car il n'a rien fait de mal récemment. Lorsqu'il rencontre enfin son père, celui-ci lui annonce qu'il a une nouvelle très importante à lui communiquer. Selon le tuteur de Cunan, celui-ci a déjà terminé la plupart des matières enseignées à l'école pour enfants nobles, même s'il n'y a jamais mis les pieds. Il se demande si Cunan est curieux de savoir ce que l'on ressent lorsqu'on va à l'école, mais Cunan répond qu'il n'est pas particulièrement intéressé par la scolarité. Après tout, il ne voudrait pas être un fardeau pour ses camarades de classe, et il a ses propres objectifs à atteindre. Il demande à son père si le fait qu'il ne souhaite pas aller à l'école pose problème, et c'est en quelque sorte le cas, car l'école est obligatoire pour tous les enfants nobles et, techniquement, Cunan est déjà inscrit, du moins sur le papier. Mais en raison de sa situation particulière, son père a obtenu du roi qu'il fasse une exception pour lui. Cependant, maintenant que Cunan a appris à voir suffisamment bien pour se déplacer seul, son père pense qu'il est temps pour lui d'envisager de retourner à l'école. Cunan demande s'il essaie de se débarrasser de lui à cause de l'incident de l'eau rouge, et le père de Cunan est encore un peu contrarié à ce sujet, mais ce n'est pas la raison. Il dit cela pour le bien de la princesse Mirica, car si Cunan ne va pas à l'école, cela lui donnera une mauvaise image auprès des autres nobles. Et même s'il ne se soucie pas de son image publique en tant que futur mari de Mirica, toute opinion négative à son sujet aurait également des répercussions sur elle. Cunan comprend le point de vue de son père, alors il accepte d'aller à l'école, mais il pense toujours que ce sera une perte de temps, car il n'y a rien de nouveau à apprendre là-bas. Son père lui dit qu'il n'a pas besoin d'assister aux cours, il doit juste passer tous les examens nécessaires pour obtenir son diplôme, et comme il a déjà terminé le programme avec son tuteur, cela devrait être facile pour lui. Peu de temps après, Cunan rencontre Mirica pour lui annoncer qu'il va bientôt aller à l'école. Elle est très enthousiaste, car cela signifie qu'elle pourra passer plus de temps avec lui à l'école, mais Cunan est un peu inquiet, car si Mirica est tout le temps avec lui, tous les garçons qui ont le béguin pour elle seront jaloux et pourraient s'en prendre à lui. Mirica lui dit que tout ira probablement bien, mais pour être honnête, cela ne semble pas très rassurant, alors Cunan pense qu'il devrait probablement se procurer une nouvelle baguette pour se défendre. Le jour du départ, Cunan et Ixio montent dans une calèche pour se rendre à l'académie, mais pour rendre le trajet un peu plus confortable, Cunan jette un sort d'eau sur les roues afin qu'elles agissent comme des amortisseurs. Ixio est impressionné par les progrès réalisés par Cunan en matière de magie, mais Cunan répond qu'il est juste devenu un peu plus fort, ce n'est donc pas grand-chose. Il s'excuse également,
car il est certain d'avoir beaucoup inquiété son frère avec sa dépression, mais il est désormais déterminé à survivre quoi qu'il arrive, et Ixio n'a donc plus à s'inquiéter pour lui. Ixio est heureux que Kunan ait changé pour le mieux, mais Kunan déclare alors qu'il fera tout pour réussir, même si cela signifie que le reste du monde doit périr, ce qui le fait basculer du côté des méchants, et Ixio recommence à s'inquiéter un peu. Ils finissent par arriver à l'école et Kunan peut entendre les voix de dizaines de nouvelles personnes à la fois. Dans le passé, il aurait immédiatement renoncé sans même essayer, mais plus maintenant. Il demande à Mirika de lui prendre la main alors qu'ils entrent tous les deux dans le bâtiment, et près de l'entrée, un professeur l'attend pour le rencontrer. Cast a été chargé d'accompagner Kunan et de le surveiller pendant les examens de passage dans la classe supérieure, mais elle est un peu inquiète car elle a entendu dire que Kunan était un garçon timide et réservé et elle ne sait pas trop comment s'y prendre avec quelqu'un comme lui qui refuse de socialiser. À sa grande surprise, quelques instants plus tard, elle voit Kunan et Mirika passer avec Ixio et ils semblent tous discuter normalement. Elle les rattrape et se présente comme la professeure qui sera chargée de s'occuper de Kunan aujourd'hui, et Kunan lui dit qu'il est ravi de la rencontrer. La cloche sonne peu après, Mirika et Ixio doivent donc se rendre dans leurs classes respectives. Mirika dit au revoir à Kunan et lui donne rendez-vous à la cafétéria pour le déjeuner une fois qu'il aura terminé ses examens. Pendant ce temps, depuis le 2e étage, le frère aîné de Mirika l'observe et voit à quel point elle est heureuse avec Kunan. Il pourrait donc la soutenir, mais non, il préfère être méchant, et il a l'intention de confronter Kunan dès qu'il le trouvera. Pendant ce temps, Kunan vient d'arriver dans la salle d'examen, et Cast lui explique les bases. Il doit passer 5 examens. Et normalement, ces examens sont répartis dans le temps pour donner aux élèves le temps de se préparer, mais une exception a été faite, et il sera autorisé à passer les examens les uns après les autres. Kunan s'excuse auprès d'elle pour le dérangement, expliquant que son père et le roi sont pratiquement les meilleurs amis du monde, et qu'ils ont probablement tiré quelques ficelles pour forcer l'école à faire une exception pour lui. Il se lance alors dans une digression sur la proximité entre son père et le roi, mais elle ne veut vraiment pas en entendre parler, car elle préfère rester en dehors de la politique de la haute société. Une fois les examens terminés, Cast se rend dans la salle des professeurs pour les corriger. Elle pensait devoir truquer un peu les notes de Kunan pour s'assurer qu'il réussisse, puisque le roi le soutient, mais il a en fait réussi tous les examens tout seul, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui a séché l'école jusqu'à présent. Après l'examen, Kunan retrouve Mirika, et ils s'apprêtent à déjeuner ensemble quand soudain, Lyle les interrompt. Mirika semble avoir peur de son frère, car il a des tendances violentes, mais Kunan ne sait pas que Lyle est le frère de Mirika et franchement, il s'en fiche, car si Lyle contrarie Mirika, il doit partir. Kunan s'apprête à s'en prendre à Lyle, mais à ce moment-là, Ixio arrive et se place devant lui pour essayer d'apaiser les tensions. Il demande poliment à Lyle de laisser Kunan et Mirika tranquilles, et il ne peut pas faire grand-chose d'autre, car il ne peut pas se permettre d'être impoli envers le 6e prince du royaume. Cependant, pendant que Lyle criait sur Ixio, Kunan jette secrètement un sort et rassemble des gouttelettes d'eau autour de l'entrejambe du pantalon de Lyle avant de faire semblant de ne rien remarquer et de crier « Oh non, le prince Lyle vient de faire pipi dans son pantalon ». Tous les regards se tournent instantanément vers l'entrejambe de Lyle, et même s'il n'y avoir fait pipi sur lui-même, les preuves sont accablantes. Pour éviter une humiliation supplémentaire, il est contraint de partir. Ixio et Mirika sont soulagés que Lyle soit parti, mais ils savent tous deux que Kunan est forcément derrière cette histoire de pipi. Kunan évite la question et change de sujet en demandant aux autres ce qu'ils aimeraient manger pour le déjeuner. Après s'être assis, Kunan demande aux autres s'ils savent pourquoi Lyle faisait tout un plat plutôt sans raison, et Mirika lui dit que c'était probablement pour la tenir en respect. Lyle est le 6e prince, tandis qu'elle est la 9e princesse, donc elle est en dessous de lui dans la hiérarchie royale. Mais puisqu'elle est fiancée à Kunan, un sorcier qui possède la cicatrice du héros, cela la place dans une position bien plus élevée en termes de statut. Il se sent probablement menacé à l'idée que Mirika le dépasse dans la hiérarchie, alors il essayait d'établir sa domination, mais ce n'est pas forcément une mauvaise personne. Kunan a un peu l'impression d'avoir peut-être exagéré plus tôt, alors il se demande s'il devrait s'excuser pour ce qu'il a fait, mais les autres rejettent immédiatement l'idée et lui disent que Lyle a eu ce qu'il méritait après le coup qu'il a tiré aujourd'hui. Le temps passe, et de retour à la maison, Kunan a commencé à apprendre à changer la texture de la glace pour qu'elle ressemble à d'autres choses. Cette fois, il a fait en sorte que la glace ait la texture d'une pomme, et son enseignante est impressionnée. Mais elle lui dit qu'il devrait essayer de toucher plus de choses pour pouvoir utiliser différentes textures. Le jour de l'examen final arrive bientôt, et en arrivant à l'école pour la journée, Ixio remarque que Kunan touche beaucoup le cheval récemment. Il demande ce que c'est que cette histoire, et Kunan répond qu'il est juste en train de collecter des échantillons, mais Ixio n'a aucune idée de ce que cela est censé vouloir dire. Un peu plus tard, Mirika arrive pour saluer Kunan, et il lui dit qu'il va regretter de ne plus pouvoir lui parler à l'école tout le temps puisque ce sera son dernier jour ici. Mais Mirika lui rappelle qu'ils ont encore toute la journée devant eux, donc pas besoin de dire au revoir maintenant. Ils se dirigent tous vers la salle d'examen,
et Cunon est excité car c'est la première fois qu'il est réellement en classe avec d'autres élèves, mais il va aussi regretter tout le temps en privé qu'il passait avec la professeure Cast quand il passait ses tests. Cast lui dit qu'elle continuera à faire attention à lui, même s'il y a d'autres élèves ici, et Ixio remarque que Cunon et Cast semblent être devenus très proches. Cunon dit qu'il est naturel qu'ils soient devenus amis, puisqu'il a beaucoup appris sur Cast grâce à leurs discussions pendant ses tests, comme le fait que Cast n'est devenue enseignante ici que parce qu'elle avait le béguin pour un des hommes qui avait postulé pour le poste, mais que le type a finalement échoué alors que Cast a réussi, donc elle ne savait pas quoi faire et a décidé de continuer à enseigner. Les autres trouvent bien que Cunon et la professeure Cast s'entendent bien, mais ils trouvent aussi un peu bizarre qu'elle se confie sur sa vie amoureuse à un enfant. Juste à ce moment-là, un groupe d'autres enfants de la classe s'approche du groupe et demande à Ixio et Mirika de leur présenter Cunon, puisqu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de lui parler et puisqu'ils sont si directs. Cunon se présente formellement. À vrai dire, il était un peu inquiet du fait que personne ne l'approche quand il était avec Ixio ou Mirika, alors il commençait à penser qu'il n'avait aucun ami du tout. Mirika lui dit que ses amis ne gardaient leur distance que parce qu'elle leur avait dit qu'elle voulait passer du temps de qualité avec lui sans être dérangée, et Cunon est soulagé d'entendre cela parce qu'il ne saurait pas quoi faire si Mirika ou Ixio se révélaient être des solitaires complets. Cela dit, personnellement, il ne s'inquiète pas d'être seul ou de n'avoir pas d'amis, donc cela ne le dérangerait pas tant que ça. Un peu plus tard, l'examen est sur le point de commencer, mais Lyle est encore dans le couloir à regarder par la fenêtre en faisant le cool et mystérieux. Ses larbins lui disent que l'examen final est sur le point de commencer, et Lyle dit qu'il est trop important pour s'inquiéter d'une chose pareille. Mais il lui rappelle alors qu'il devra redoubler s'il le rate, donc il n'a pas le choix. Pendant ce temps, de retour dans la salle de classe, Cunon est occupé à tâter un pigeon près des fenêtres quand Cast annonce que le test est sur le point de commencer, donc tout le monde devrait s'asseoir. Mirika dit à Cunon qu'elle lui a gardé une place à côté d'elle, mais avant qu'il ne puisse accepter son offre, Lyle s'interpose et commence à fusiller Cunon du regard. Ixio ne peut pas intervenir, mais il se souvient avoir entendu quelques femmes de chambre royale parler de ce que Lyle est un raté, mais elle ne le dirait jamais en face parce qu'il est encore un membre de la famille royale. La raison pour laquelle Lyle fait tant de crises est toujours si en colère et qu'il sait que, même si les gens essaient d'agir respectueusement autour de lui, ils se moquent probablement tous de lui dans son dos. Cependant, alors qu'il est en plein dans ses pensées, Cunon attrape soudainement sa main et se présente formellement. Lyle panique et dit qu'il n'a pas donné la permission à Cunon de le toucher, mais Cunon lui rappelle qu'ils vont bientôt être beaux-frères, donc ils devraient apprendre à se connaître. Il commence à tâter la main de Lyle, et d'après la texture de sa peau, Cunon peut dire que Lyle doit avoir un beau visage. C'était une chose gentille à dire, mais Lyle reçoit rarement des compliments sincères comme celui-ci, donc il ne sait pas comment réagir et se tourne vers Mirika pour lui demander s'il y a quelque chose qui ne va pas avec Cunon. Mirika trouve toute l'histoire drôle, et tout le monde dans la classe aussi, donc il commence à rire. Et au début, Lyle pense qu'ils se moquent tous de lui, mais Mirika explique qu'il rit parce que c'est la première fois que quelqu'un le voit être si décontenancé. Lyle nie être décontenancé et dit à Cunon de lâcher sa main maintenant, mais Cunon la tient encore quelques secondes de plus et dit à Lyle que sa voix aussi semble forte. Lyle n'aimait pas Cunon au début et avait prévu d'être méchant avec lui pour affirmer sa domination, mais maintenant il ne sait pas trop comment réagir. Kat attire ensuite l'attention de tout le monde et leur dit à tous de s'asseoir parce qu'elle est sur le point de commencer le test. À la fin de la journée, le test est terminé et Cast a fini de noter les copies de tout le monde, donc elle dit qu'elle va annoncer les résultats maintenant. Elle commence à écrire au tableau, et tout le monde regarde avec impatience pour voir ses résultats, mais il s'avère qu'ils ont tous réussi, donc ils peuvent tous obtenir leur diplôme. Ensuite, Cunon et Ixio remontent dans le carrosse pour rentrer à la maison, et tout le monde lui fait au revoir de la main alors qu'il part. Cunon leur dit qu'il s'est beaucoup amusé aujourd'hui, et il dit à Cast que si elle cherche toujours un petit ami, alors elle devrait considérer Ixio puisqu'il est toujours célibataire. Mais Ixio dit qu'il n'a jamais accepté cela, et Cast commence à regretter un peu d'avoir parlé à Cunon de sa vie amoureuse. De plus, Lyle a beaucoup appris de son interaction avec Cunon, et il va faire un effort pour être plus gentil à partir de maintenant. Quelques jours plus tard, maintenant que Cunon a obtenu son diplôme, il se concentre sur l'apprentissage de nouveaux sorts, et Jenny est en train de le tester sur tout ce qu'il a appris. Elle lui demande de faire une boule d'eau tournante, de la diviser en 10, puis de colorer et texturer chacune individuellement, tout ce que Cunon est capable de réaliser sans grande difficulté. Jenny lui dit qu'il s'en est bien sorti, mais Cunon dit qu'il n'a pas encore fini parce qu'il a en fait compris comment pousser la personnalisation encore plus loin. Il procède alors à transformer une des boules d'eau en colombe et la fait voler dans les airs. Jenny ne peut pas croire ce qu'elle vient de voir et tombe à genoux, parce que même les maîtres mages de l'eau ne seraient pas capables de réaliser quelque chose comme ça si facilement. Plus tard, en prenant le thé avec Cunon, Jenny dit qu'elle a quelque chose d'important à lui dire. Cunon comprend, donc il demande à Echo de leur laisser un peu d'intimité, et une fois seule, Jenny lui dit qu'il ne reste plus rien à lui enseigner. En fait, elle n'a pas eu grand-chose à enseigner ces derniers mois, puisqu'elle est juste censée l'instruire dans l'utilisation de la magie élémentaire.
Mais à ce stade, Cunon est un meilleur mage qu'elle, donc il n'y a pas de raison pour qu'elle continue à être son enseignante. Cunon se lève et lui dit qu'elle est en fait une excellente enseignante, parce qu'il a vraiment apprécié tous les petits tours désespérés qu'elle transformait en leçons pour lui. Elle n'est peut-être pas au niveau des mages plus avancés, mais sa perspicacité lui a donné un nouvel espoir dans la vie, et il la valorise vraiment. Jenny apprécie qu'il dise cela, car elle a dû travailler très dur et se creuser la tête pour trouver ses leçons, et cela devient trop difficile à gérer pour elle. Cunon lui demande si elle dit cela parce qu'elle pense que le salaire ne vaut pas tous les ennuis, parce que si c'est le cas, il peut demander à son père de lui augmenter son salaire, mais Jenny lui dit que c'est en fait le contraire. Elle se sent coupable de recevoir un salaire aussi élevé, alors qu'elle fait si peu. Cunon lui dit que les leçons qu'elle invente valent chaque centime, mais Jenny dit qu'elle a déjà atteint sa limite. Son cerveau est complètement sec en termes d'idées maintenant, donc elle lui dit qu'il mérite d'avoir un meilleur sorcier comme enseignant à la place d'elle. Cunon supplie Jenny de rester parce qu'il veut continuer à la voir comme enseignante de magie, mais il n'y a vraiment plus grand-chose qu'elle puisse faire pour lui à ce stade. Après avoir dit au revoir, Jenny quitte le manoir. Et en s'éloignant, elle pense que Cunon est sans aucun doute un génie, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'un des plus grands mages du continent, donc elle va faire de son mieux pour le suivre en entraînant sa propre magie. Le lendemain matin, Cunon est informé par écho que son tuteur académique habituel, Mademoiselle Flora, vient également de démissionner. Il est choqué d'entendre cela, mais c'est logique puisqu'il a déjà terminé le programme et obtenu son diplôme de l'Académie noble, donc il n'a plus besoin de tuteur. Cunon aurait quand même aimé pouvoir lui dire au revoir avant son départ, donc il décide de lui écrire une lettre de remerciement plus tard. Et Echo pense que c'est génial, mais tant que Cunon y est, elle demande s'il pourrait demander à Flora si elle connaît des hommes célibataires de 20 ans qui seraient intéressés par l'épouser. Cunon est blessée qu'Echo veuille se marier et le laisser derrière, et elle n'essaie pas de le faire se sentir mal, mais elle doit aussi penser à son avenir. De plus, elle est sûre que Cunon se débrouillera tout seul, mais il dit qu'il ne se débrouille pas du tout. Jenny est déjà partie. Il vient d'apprendre que Flora a démissionné, et maintenant Echo veut partir aussi. À ce rythme, il ne lui restera bientôt plus personne. Ce soir-là, pendant le dîner, Cunon raconte à son père que Jenny a arrêté et comment elle a dit qu'il devrait trouver un maître sorcier pour devenir son enseignant s'il veut continuer à apprendre. Ixio y réfléchit une seconde et se souvient d'une rumeur à propos d'un extraordinaire sorcier royal. Leur mère reconnaît la description et demande à Ixio s'il parle de Zéonli Finrol, parce qu'il est célèbre dans toute la capitale pour son immense pouvoir et sa beauté. Il serait un candidat parfait pour le nouvel enseignant de magie de Cunon, mais leur père dit qu'il y a un problème majeur avec ce plan. Ils ne peuvent pas embaucher Zeyo. En tant que sorcier royal, les seules personnes autorisées à lui donner des ordres sont le roi et les autres membres de la cour royale. En plus de cela, Zeyo quitte rarement le château royal, et même le rencontrer est très réglementé, donc les chances de l'embaucher comme instructeur de magie sont minces, mais il dit qu'il demandera au moins au roi pour voir s'il peut faire quelque chose. Un peu plus tard, le grand maître mage du château royal reçoit un rapport qui dit qu'un garçon sorcier de niveau apprenti demande à étudier sous l'un de ses sorciers royaux. C'est pratiquement inouï, même pour le fils d'un noble qui est le meilleur ami du roi. L'apprenti du grand maître se trouve être la sœur aînée de Myrika, donc elle aime personnellement Cunon, mais les sorciers royaux ne sont pas influencés par le statut ou le pouvoir. Le grand maître avait initialement l'intention de rejeter la demande, peu importe à quel point Cunon est bien connecté, mais il a commencé à lire le dossier de Cunon. Et c'est alors qu'il a réalisé que cet enfant pourrait en fait être spécial. Quelques jours plus tard, Cunon et son père se rendent à la capitale royale car ils viennent d'obtenir l'autorisation de rencontrer le sorcier royal. Ils sont tous les deux sincèrement surpris que cela fonctionne, car presque personne n'a jamais une opportunité comme celle-ci, et si la rencontre se passe bien, alors Cunon pourrait finalement réussir à en faire son tuteur. Cunon remercie son père d'avoir tiré les ficelles pour que cela se produise, mais son père lui dit qu'il n'y a eu aucun népotisme. Les sorciers royaux se sont simplement intéressés à Cunon après avoir lu son dossier, bien qu'ils ne sachent pas pourquoi. Pour passer le temps, Cunon décide de faire un chat avec de l'eau, et on dirait que son contrôle des sorts s'est beaucoup amélioré, car il ressemble et a la texture exacte d'un vrai chat. Cependant, il n'a toujours pas trouvé comment le faire bouger naturellement ou produire des sons, mais son père l'adore absolument. À leur arrivée au château, tous deux sont accueillis par Dame Recha. Cunon fait sa salutation habituelle, mais on l'informe alors que Recha est en fait la deuxième princesse, ce qui fait d'elle la sœur aînée de Myrika, alors Cunon dit qu'il est heureux de rencontrer enfin sa future belle-sœur. Recha remarque que le père de Cunon porte un chat, et elle le trouve vraiment mignon, mais lorsqu'il le pose, Cunon annule son sort, et le chat redevient une flaque d'eau. Elle est stupéfaite qu'un enfant puisse avoir un tel niveau de maîtrise, car elle n'avait pas réalisé que ce n'était pas un vrai chat, et cela signifie que Cunon est bien plus doué qu'elle ne le pensait. Elle propose de le conduire immédiatement à la tour noire, mais avant qu'il ne parte, le père de Cunon l'informe qu'il a une audience avec le roi plus tard dans la journée, alors il demande si Cunon pourra rentrer seul sans problème.
Cunon dit qu'il est tout à fait capable de voyager seul, alors son père dit qu'il arrangera pour qu'un carrosse vienne le chercher plus tard dans la journée. Alors que Cunon et Recha traversent les couloirs, Cunon commence à lui poser une série de questions sur la magie avancée, mais il parle beaucoup trop vite pour qu'elle puisse le suivre. Elle dit à Cunon qu'elle est encore nouvelle ici, donc elle n'est pas préparée à répondre à toutes ces questions. Il y a 10 princesses et 7 princes dans ce royaume, et généralement ils doivent tous rivaliser les uns avec les autres en termes de réalisation pour hériter du royaume, mais Recha a renoncé à ses droits au trône pour poursuivre une carrière de sorcière ici. Elle s'inquiète aussi un peu que Cunon puisse être entraîné dans la bataille pour la succession royale, mais c'est alors qu'elle remarque que Cunon ne marche plus, il glisse. Elle lui demande comment il fait cela, alors il explique qu'il a simplement créé une couche de glace sous ses pieds pour réduire la friction. Il lui demande si elle aimerait essayer aussi, et Recha semble très excitée à cette idée, mais d'abord, c'est son travail de mettre Cunon au courant des règles de base de la tour noire. Premièrement, il ne doit pas s'impliquer imprudemment dans aucune faction, et il ne doit signer aucun contrat douteux ni dire quoi que ce soit qui pourrait lui causer des problèmes plus tard. Et maintenant que cela est réglé, elle demande à Cunon de transformer ses chaussures en patins. Une minute plus tard, tous deux patinent dans les couloirs sans le moindre souci, mais cela cause un énorme remue-ménage, donc quelques gardes tentent de les faire arrêter. Cependant, ils sont beaucoup trop rapides pour qu'ils puissent les rattraper. C'est alors que le capitaine des chevaliers, Dario, passe par là et remarque ce qui se passe. Alors il se met à poursuivre Cunon et Recha et leur ordonne d'arrêter de patiner dans les couloirs. Cunon commence à s'inquiéter un peu qu'ils puissent avoir des ennuis, alors il demande à Recha s'il devrait s'arrêter, mais elle dit qu'elle s'amuse beaucoup trop, donc ils doivent juste aller encore plus vite pour semer Dario. Malheureusement, Dario ne manque jamais son jour d'entraînement des jambes, donc il rattrape facilement les deux et leur donne une longue réprimande dans la cour par la suite. Après cela, Cunon est finalement conduit pour rencontrer Actar, le grand mage, et dès que Cunon le rencontre, il peut dire qu'Actar est le vrai deal. Actar se souvient d'avoir entendu que Cunon a un crest d'eau sur son corps, et Cunon le confirme, expliquant qu'il est sur son épaule droite. Actar jette un coup d'œil et découvre que le crest de Cunon est un 2 étoiles, mais Cunon n'a jamais entendu parler de cette classification auparavant, alors il demande ce que cela est censé signifier. Actar explique qu'il existe 7 types de crestes différents, les 4 élémentaires, et ensuite il y a la lumière, les ténèbres et l'impur. Ils ont aussi des rangs, et 2 étoiles est l'un des plus communs car c'est l'avant-dernier. Recha mentionne qu'elle se trouve aussi être un 2 étoiles avec un crest devant, et si c'est le cas, alors Cunon suppose qu'Actar doit être plus haut. Actar demande ce qui l'a conduit à cette conclusion, alors il explique que la densité magique autour de lui est bien plus élevée que celle de Recha, un peu comme du fromage ordinaire comparé à du bleu premium. Actar pense que c'est une façon amusante de voir les choses, mais il n'aime pas non plus être comparé à du fromage, alors il dit à Cunon de ne plus jamais l'appeler ainsi. Cela dit, Actar informe Cunon qu'il a un crest 4 étoiles, mais avoir un nombre de crestes bas ou haut n'indique pas nécessairement la compétence magique de quelqu'un. Cela indique simplement la quantité totale d'énergie qu'il peut utiliser. Quoi qu'il en soit, maintenant que les informations ennuyeuses sont données, Actar invite Cunon à descendre dans la cour pour que le plaisir puisse officiellement commencer. En bas, un groupe de sorciers royaux se rassemble pour assister à la magie de Cunon, car ils ont entendu qu'il est vraiment impressionnant. Actar dit qu'il veut que Cunon passe un petit test, et Cunon est tout à fait d'accord car s'il réussit, alors il pourrait être autorisé à avoir un sorcier royal comme tuteur. Actar appelle l'un des sorciers, Victo, et lui demande de commencer le test, et il procède à lancer quelques dizaines de boules d'eau autour de lui. Actar informe alors Cunon qu'il doit surmonter le sort de Victo avec sa propre magie, et Cunon est sans voix car c'est la première fois qu'il doit faire quelque chose comme cela. Il se souvient que Génie a expliqué que le sort de boule d'eau permet de créer de l'eau ou de contrôler de l'eau qui existe déjà, mais il n'a même jamais envisagé l'idée de prendre le contrôle de l'eau créée par un autre mage. Il décide de tenter sa chance et commence efficacement à lutter avec Victo pour le contrôle de l'eau, mais c'est beaucoup plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. À la fin du test, Cunon n'a réussi à réclamer que 2 des boules d'eau, et au début, il est déçu de lui-même car il pense avoir mal fait, mais au contraire, on l'informe qu'il a très bien réussi. En vérité, Victor ne s'attendait pas à ce qu'il puisse prendre aucune de ces boules, encore moins 2, donc il a dépassé toutes leurs attentes. Cependant, Actar aimerait quand même voir plus de la magie de Cunon, alors il lui demande s'il serait disposé à faire quelques tests supplémentaires. Quelques minutes plus tard, Cunon crée un énorme ballon d'eau au milieu de la pelouse, et Actar s'amuse follement à rebondir de haut en bas dessus. Cunon se demande si c'est vraiment correct que le grand maître s'amuse ainsi pendant les heures de travail. Actar demande à Cunon comment il a réussi à créer cette chose, alors il explique que c'est juste une boule d'eau ordinaire qu'il a modifiée pour lui donner des propriétés extrêmement élastiques. En fait, il pourrait probablement la rendre assez solide pour propulser Actar jusqu'au 2e étage du château, mais Actar lui dit qu'il en a assez rebondi pour aujourd'hui. Un moment plus tard, Recha s'approche de Cunon et lui demande s'il peut faire d'autres choses avec de l'eau, comme des humains, par exemple.
Kunon dit qu'il peut, et pour le démontrer, il crée une poupée d'Iko, mais il n'a toujours pas trouvé comment la faire bouger naturellement. Il a déjà tenté de la faire voler, mais cela faisait vraiment peur, donc il ne le fait pas souvent. Quoi qu'il en soit, Recha et les autres lui demandent de le faire quand même. Alors Kunon fait voler la poupée d'Iko dans les airs, mais alors qu'elle passe devant l'une des fenêtres, quelques femmes du château la prennent pour un fantôme, alors elles paniquent toutes et les chevaliers finissent par être appelés. Ils descendent dans la cour et se mettent à crier après tous les sorciers pour avoir causé tant de troubles. Tout le monde commence à essayer de rejeter la faute sur Victor pour une raison quelconque, et Kunon se sent triste car il ne pensait pas se faire réprimander 2 fois lors de son premier jour ici. Actar lui dit qu'il est inutile de bouder à propos de ce qui s'est déjà passé, mais pour être sûr, il suggère que la prochaine fois qu'ils se rencontreront, ils devraient discuter de magie pendant le déjeuner à la place. Kunon demande si cela signifie qu'il a réussi le test d'Actar, mais considérant à quel point il s'amusait tout à l'heure, il pensait que la réponse serait évidente. Actar dit qu'il s'occupera personnellement de désigner un sorcier royal pour être son professeur, et Kunon est fou de joie en entendant cela. Cependant, il veut encore clarifier quelque chose car il ne voudrait pas que cela soit perçu comme un soutien à une faction royale particulière, mais Recha lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car les sorciers royaux ne sont pas du tout impliqués en politique. Kunon est heureux de l'entendre, mais avant de partir, il y a une dernière question qu'Actar aimerait lui poser. Il veut savoir quel est le but de Kunon avec la magie, alors il explique qu'il étudie pour pouvoir un jour créer de nouveaux yeux pour lui-même avec sa magie. Tout le monde pense que c'est une noble aspiration, et Kunon est heureux qu'ils soutiennent tous son rêve. Mais alors qu'il se prépare à partir pour la journée, il découvre son père qui l'attend, et il n'a pas l'air content. Il a apparemment entendu comment Kunon s'est fait réprimander pour avoir causé des troubles ici 2 fois rien qu'aujourd'hui, et il veut une explication dès que possible. Recha essaie d'expliquer que ce n'est pas de sa faute car c'est elle qui lui a demandé de faire les choses pour lesquelles il a eu des ennuis, mais son père dit que cela n'a pas d'importance car un sorcier est toujours responsable des conséquences de sa magie. Après tout, celui qui possède le pouvoir de tuer potentiellement des milliers de personnes ne devrait pas pouvoir utiliser l'excuse de « je ne faisais que suivre les ordres ». Donc si suivre des ordres résulte en blesser autrui, alors on devrait toujours refuser de le faire, quoi qu'il arrive. Kunon réalise que son père a raison, alors il s'excuse et promet de ne pas refaire la même erreur. Son père commence alors à rentrer à la maison, mais Kunon prévoyait de dîner avec Mirika ce soir, alors il va rester un peu plus longtemps. Mais en parlant de son dîner, Recha lui rappelle qu'il devrait probablement commencer à se diriger vers l'autre aile du château, car il est censé rencontrer Mirika dans quelques minutes. Kunon ne savait pas qu'il était déjà si tard, mais il ne veut pas courir tout le chemin car il finirait tout en sueur. Dans ce cas, Recha suggère qu'il pourrait utiliser un peu de magie pour régler le problème, mais Kunon n'est pas sûre de ce qu'elle veut dire. Elle lui rappelle qu'elle est une mage du vent, donc elle peut utiliser sa magie pour les y faire voler. Elle a juste besoin d'une plateforme pour qu'il puisse monter dessus. Kunon crée un autre ballon d'eau, et après que tous deux y soient montés, Kunon le fait flotter dans les airs, et une fois qu'ils sont assez hauts, Recha utilise sa magie du vent pour les propulser vers l'avant. C'est à la fois une expérience terrifiante et exaltante, mais malheureusement, Recha n'avait pas beaucoup réfléchi à la façon dont ils allaient atterrir, alors ils finissent par s'écraser au sol. Heureusement, la boule d'eau amortit leur chute, mais ils atterrissent juste devant Dario, et il n'a pas l'air content car c'est la 3e fois qu'il les attrape à causer des troubles. Donc pendant que Mirika se prépare encore, Kunon et Recha se font encore réprimander. Mirika est finalement informée que Kunon est arrivé, alors elle court immédiatement à la porte d'entrée pour le rencontrer afin qu'ils puissent commencer leur rendez-vous. Un peu plus tard, ils arrivent au restaurant comme prévu, et une fois assis, Mirika demande à Kunon de lui raconter sa journée à la Tour Noire. Kunon l'informe qu'il y a passé un moment merveilleux. Il a pu rencontrer la sœur de Mirika et un tas d'autres mages là-bas. Il a apparemment aussi réussi le test, donc il va finalement avoir un instructeur, mais il ne sait pas encore qui ce sera. La servante en charge d'eux remarque que Kunon semble parler énormément tandis que Mirika se contente d'écouter, mais elle semble heureuse, donc ce n'est pas un problème. La raison pour laquelle il parle autant est qu'il n'a pas souvent l'occasion de voir Mirika maintenant qu'ils ont obtenu leur diplôme. Alors il veut tout dire d'un coup pendant qu'il en a la chance, et il lui promet qu'une fois mariés, il fera en sorte qu'ils passent autant de temps ensemble qu'elle le désire. Cette phrase a fait battre le cœur de Mirika à tel point que même après la fin du rendez-vous, elle a passé les heures suivantes à gigoter dans son lit tellement elle était heureuse. Plus tard, on voit Kunon de retour à la maison, occupé à écrire un rapport dans sa chambre, mais c'est à ce moment qu'Eko l'appelle et lui demande un peu d'aide avec sa magie. Kunon sort pour voir ce qu'elle veut, alors elle lui demande de créer des bulles de savon pour qu'elle puisse mieux laver les vêtements. Kunon accepte d'aider, mais il est un peu agacé car il doit retourner écrire son rapport après cela. Cependant, Eko lui dit que ce n'est pas bon pour lui de rester enfermé dans sa chambre toute la journée, car s'il ne prend pas assez de soleil, il ne grandira jamais. Kunon demande si les filles préfèrent vraiment les garçons plus grands, et elle dit que la plupart le font, mais qu'elle l'aimera toujours qu'il soit grand ou qu'il reste un petit munchkin. Après qu'Eko ait fini la lessive, elle et Kunon s'allongent sur l'herbe un moment,
et il lui demande si des lettres sont arrivées pour lui aujourd'hui, mais pour autant qu'elle sache, il n'y a eu aucune lettre à son nom récemment. Elle demande s'il attend quelque chose de spécifique, alors il lui dit qu'il attendait juste la confirmation de la tour concernant l'identité de son instructeur, mais il semble qu'il n'est pas encore décidé. Techniquement, ils ont déjà décidé, mais la plupart des autres mages ont trop peur pour aller appeler le type en question. Un des mages finit par se rendre dans la chambre de Zéon pour lui dire que le grand mage a une tâche pour lui, mais il est accueilli par une montagne de papiers en désordre, et quand Zéon se lève enfin, il menace le gars pour avoir perturbé son précieux temps de sommeil. Zéon demande ce qu'il fait là, alors le gars l'informe que le grand maître souhaite lui parler, et cela capte son attention. Quelques jours plus tard, Cunon reçoit une lettre l'informant qu'un professeur lui a finalement été assigné, et Echo est vraiment heureuse pour lui, mais quand elle entend que le professeur de Cunon sera Zéon, le mage légendaire connu dans tout le royaume, elle a du mal à le croire. Toutes les femmes du royaume vendraient pratiquement leur âme pour avoir une chance de le rencontrer, et puisqu'il sera le professeur de Cunon, cela signifie qu'elle aura des tonnes d'occasions de lui parler. Plus tard, on voit Reisha et Mirika ensemble dans le château royal, et elles sont en route pour rencontrer Zéon car selon les règles, un sorcier royal doit encore recevoir un ordre direct d'un membre de la famille royale pour pouvoir sortir, alors elle prévoit d'ordonner à Zéon de garder Mirika. Cela lui donne aussi une bonne excuse pour rendre visite à Cunon, mais Reisha est encore un peu amère que Zéon ait été choisi car elle voulait être le professeur de Cunon à sa place. En chemin, Mirika tombe sur deux autres de ses sœurs aînées, Évril et Lidélia, et si Mirika peut avoir une bonne relation avec Reisha, ce n'est pas le cas avec ces deux-là. Elle commence à parler du talent et de l'incroyable Cunon, et qu'en comparaison, Mirika est une ratée ordinaire qui profite juste de sa gloire, mais Reisha les coupe et leur dit de dégager si elles n'ont rien d'important à dire. Les deux sont furieuses, mais elles savent qu'elles ne peuvent pas tenir tête à Reisha, alors elles s'enfuient. Plus tard dans la journée, Cunon est dans son jardin avec Echo, attendant l'arrivée de Zéon et Mirika, et une fois que la calèche s'arrête, il se lève pour saluer Zéon. Cependant, à sa surprise, Mirika est la première à sortir de la calèche. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle vienne aujourd'hui, mais il est heureux tout de même car c'est toujours un plaisir de la voir. Cependant, alors qu'il discute avec Mirika, Zéon descend de la calèche et Cunon devient silencieux dès l'instant où Zéon entre dans son rayon de détection. Quant à Echo, elle est en extase intérieure à la vue de Zéon, mais elle ne veut pas se ridiculiser, alors elle fait de son mieux pour garder un visage impassible. L'énergie magique que Cunon ressent venant de Zéon est incroyablement dense, et il peut immédiatement dire que Zéon est bien meilleur que tous les autres sorciers royaux qu'il a rencontrés l'autre jour. Mirika remarque que Cunon est soudainement devenu très silencieux, alors elle demande si quelque chose ne va pas, mais il dit que ce n'est rien. Il se présente à Zéon, mais Zéon fait clairement comprendre qu'il ne veut pas vraiment être là. La seule raison pour laquelle il a accepté de venir est que le grand maître lui a dit qu'il y avait un jeune mage intéressant ici, mais il doute que Cunon puisse être à la hauteur de ses attentes. Dario prend alors la parole et se présente formellement à tout le monde comme le chevalier envoyé pour protéger Mirika et Zéon pendant ce voyage. Cunon dit que c'est agréable de revoir Dario, ce qui surprend Mirika car elle ignorait que Cunon et Dario s'étaient déjà rencontrés. Alors Cunon explique que Dario est le chevalier qui les a réprimandés, lui et Reisha, 3 fois la dernière fois qu'ils ont visité la capitale, mais qu'il ne faisait que son travail. Quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, Cunon, Zéon et Mirika sont tous assis ensemble à une table dans le jardin, et au début, Cunon ignorait complètement Zéon car il était préoccupé à parler à Mirika, mais Zéon se lasse rapidement de regarder les deux flirter. Alors il frappe du poing sur la table et dit à Cunon qu'il veut parler magie maintenant. Il essaie de faire comprendre à Cunon à quel point ses connaissances en magie sont insignifiantes en lui posant des questions bien au-delà de ses capacités, mais Cunon semble prêt à tout. Zéon demande à Cunon s'il connaît les sorts composés, alors Cunon déclare que ce sont essentiellement des sorts créés en divisant et en réarrangeant le cercle magique d'un sort original pour obtenir de nouveaux effets. Zéon demande à Cunon en combien de sections il peut diviser un sort actuellement, et il s'attendait à ce que Cunon dise quelque chose comme 5 ou 10, mais à sa surprise, Cunon révèle qu'il peut en fait gérer 31 sections différentes à la fois. Il peut parfois aller jusqu'à 32, mais son taux de succès à ce niveau est inconstant pour le moment. Zéon est sincèrement surpris d'entendre que Cunon est capable d'une magie aussi complexe, et il commence à comprendre pourquoi le grand maître était si intéressé par ce garçon, mais il est quand même meilleur. Il annonce fièrement qu'il peut aller jusqu'à 50 sections, et Cunon est stupéfait car il n'a aucune idée de comment Zéon a réussi ça. Mais avant d'aller plus loin, Zéon demande à Cunon comment il a réussi à surmonter l'obstacle des 20 sections, puisque la plupart des mages restent bloqués là. Cunon explique qu'il a été facile de surmonter le goulet d'étranglement une fois qu'il a commencé à superposer les sorts. Zéon est impressionné que Cunon ait pu comprendre un concept aussi avancé tout seul, et il est logique que les autres sorciers royaux se soient battus pour devenir les professeurs de Cunon car un garçon avec ce genre de talent est extrêmement rare, mais il prévoit quand même de tester Cunon pour voir jusqu'où il peut aller. Cunon supplie Zéon de lui montrer à quoi ressemble un sort à 50 couches, mais Zéon ne voit pas l'intérêt de faire cela car il ne pourra pas le reproduire en le voyant une seule fois,
et en plus, il n'a pas encore officiellement accepté Cunon comme son élève, donc il doit encore prouver qu'il en est digne. Zéon crée un mur de terre en utilisant la magie, et dit à Cunon qu'il devra le détruire en utilisant la magie s'il veut devenir son élève. Il mentionne aussi qu'il a entendu parler du sort de matelas d'eau de Cunon par Reisha, alors il demande à Cunon de lui en faire un pour qu'il puisse se reposer pendant son test. Au début, Zéon pensait que ce serait juste un siège confortable pour observer les progrès de Cunon, mais dès qu'il touche le matelas d'eau, il s'évanouit à cause de son confort, et Echo ne lui en veut pas car la même chose lui est arrivée quand elle a essayé. De son côté, Cunon inspecte le mur de pierre pour voir s'il y a des failles structurelles qu'il pourrait exploiter, mais la chose est solide comme du roc et complètement lisse de partout. Il contient aussi la magie dense de Zéon pour maintenir sa dureté dans le temps. Il peut dire que le sort utilisé pour créer le mur contient plus de 40 sections, et il ne sait toujours pas comment Zéon parvient à utiliser autant de sections à la fois, mais cela ne fait aucune différence dans ce cas car il connaît déjà le moyen parfait pour détruire le mur. Cela dit, il préférerait le faire avec Zéon en train de regarder, alors il se rassoit pour continuer à parler à Mirika jusqu'à ce que Zéon se réveille. 2 heures plus tard, Zéon se lève en fin de sa sieste et, voyant le mur toujours intact, il demande à Cunon s'il a renoncé à essayer de le détruire. Cependant, Cunon lui dit que ce n'est pas le cas, il n'a tout simplement pas encore commencé. Il demande si Zéon est prêt à ce qu'il commence à détruire le mur, et Zéon lui dit de commencer, alors Cunon lance le sort de bulle qu'il a utilisé récemment. Zéon est impressionné car il comprend ce que Cunon essaie de faire, alors il demande à Cunon comment il a réussi à trouver cette solution. Il explique que bien que ce soit un mur de terre très solide, en fin de compte, il est toujours fait de terre, alors il a pensé que s'il le recouvrait de suffisamment d'eau, il finirait par être saturé et se désagréger tout seul. Zéon dit à Cunon qu'il a très bien réussi car la plupart des gens, face à un test comme celui-ci, opteraient immédiatement pour la force brute, mais Cunon a choisi d'utiliser la finesse à la place et c'est une compétence précieuse pour un mage. Il dit à Cunon qu'à partir de maintenant, il est officiellement son élève, et Cunon est extrêmement heureux car non seulement il a un maître merveilleux, mais il a aussi Mirika à ses côtés. Cependant, Zéon coupe court aux avances de Cunon et lui dit qu'il n'aura plus beaucoup de temps pour ça car il a des milliers de choses à apprendre et des tonnes de recherches à faire, et sur ce point, il demande à Mirika ce qu'elle prévoit de faire. Il lui dit que Cunon a déjà un talent exceptionnel et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'une des personnes les plus influentes du royaume, et quand cela arrivera, il n'y aura pas de pénurie de femmes demandant sa main. Alors comment Mirika se démarquera-t-elle alors ? Mirika comprend ce qu'il essaie de dire, mais Cunon dit à Zéon d'arrêter d'être si méchant avec elle. Et on dit qu'il ne voulait rien dire de mal car en fait, il encourage, mais Cunon lui dit qu'il y a encore des choses qu'on ne devrait pas dire comme ça, et avec la façon dont il agit, Cunon ne serait pas surpris si Zéon avait été involontairement méchant avec la fille qu'il aimait à un moment donné, et que quelqu'un d'autre avait pu la lui voler à cause de ça. Ces mots ont touché une corde sensible chez Zéon à l'instant, mais il ne l'admettra pas, alors il crie simplement à Cunon de se taire. Plus tard dans la nuit, Mirika rentre chez elle et réfléchit sérieusement à ce que Zéon a dit plus tôt dans la journée. Elle sait que Cunon va devenir une personne incroyable dans le futur, et si elle veut rester digne d'être sa partenaire, alors elle va devoir s'améliorer d'une manière ou d'une autre. C'était la fin de l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.